est expert en lutte contre les blanchiments de capitaux et financement du terrorisme. Mais en tout cas, nous allons parler de l'actualité ce soir. Et l'actualité reste le discours du président de la République, discours d'investiture. Mais ajouter à cela la mise en place du bureau du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, les agitations politiques qui vont avec. Nous allons parler de ces questions, mais sans oublier le fait que la diversification de l'économie voulue par le président de la République suppose l'arrivée des capitaux étrangers qui sont susceptibles de traîner, en tout cas par là, quelques capitaux pas très clairs. Ce sont des informations que nous allons avoir au cours de cette émission. Question d'actualité avec cet expert dont je vous ai présenté les qualifications tout à l'heure. Bonsoir Patrick Kabea. Bonsoir M. Tchala. Nous sommes en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, le 20 janvier dernier. Le président de la République, pour sa prise de fonction de second mandat, a prononcé un discours d'investiture. C'est la règle, c'est même constitutionnel. Il a fait un discours compact, mais un discours résumé qui présente sa vision pour les 5 ans à venir. Il y a 6 axes là-dedans. Il y a plusieurs éléments qui vont permettre que nous abordions cette émission sur plusieurs angles. Vous-même, quand le président de la République prononçait ses discours, où vous trouviez-vous? J'étais au stade. Ouais, j'étais au stade et puis j'ai suivi avec attention le président de la République, chef de l'État, tenir des discours qui ont été appelés compacts, très compacts je dirais même. Et j'ai vu à travers ses yeux la sérénité de travailler très très durement pour ces prochains quinquennats. Voilà donc pour ce prochain quinquennat, Félix Tshisekedi d'il y a 5 ans et le Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, comment entrevoyez-vous les 5 années à venir? Il a grandi politiquement, il a grandi en tant que président, il a acquis de l'expérience. Le président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, il est très très expérimenté et dans les 5 années à venir, et je le dis avec assurance, considérant la personne, le connaissant, l'observant, avec ce qu'il fait, la manière dont il agit, et je sais que dans les 5 prochaines années, il va essayer petit à petit à accomplir son cahier des charges. Voilà, son cahier des charges, c'est avec ce contrat social qu'il a signé avec la population de la République démocratique du Congo. Il a été partout, il a été visiter le Congo profond. Il a dit qu'il a entendu les cris et pleurs des Congolais. Il promet de donner des solutions à cette question. Mais il y a une épineuse question que je voudrais que nous abordions, et très rapidement, c'est la question de la sécurité. C'est un des axes de 6 choisis par le président de la République. Sécurité pour tous. On va faire un focus sur le M23, qui est un mouvement terroriste. Vous avez des éléments, mais surtout des compétences pour parler de ces questions, financement du terrorisme, lutte contre le blanchiment du capitaux. Mais sur ce volet, financement du terrorisme, comment, selon les analyses que vous avez faites sur le fonctionnement du M23, vous pensez qu'il se finance ou qu'il est financé? Bien, merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais brosser un tout petit peu l'aspect sécuritaire, commençant par la police nationale. Depuis très longtemps, on attend une bonne réforme pour notre police nationale. Inclut le PCR, qu'on appelle communément le roulage et tous les corps de la police. Et moi, je pense qu'il est aussi temps que la police nationale puisse recruter plus ou moins ce qu'on appelle les D6. Je ne sais pas les nouveaux termes maintenant, mais on a besoin de policiers, de PCR, de roulage instruit, et non le roulage qui te laisse faire sans cynique et s'attendre à quelques billets de banque et puis il est heureux. Et deuxièmement, le président a déjà commencé avec l'armée, la réforme de l'armée. Ce sont des questions très sensibles. L'armée est en train d'être réformée et le chef lui-même a dit
qu'il est très sûr de cette armée aujourd'hui. Donc je considère par là que le travail est en train d'être fait. Pour revenir au M23, le M23, c'est toute une historique. Les M23 sont nés comment? Qui sont-ils? Qui sont les M23? L'autre fois, ils étaient RCD. RCD tel et RCD ceci. Après CNDP, je crois, avec Laura Kunda. Et je me souviens, pour la petite histoire, j'étais à Washington quand Laura Kunda a pris Goma. Et à cette époque-là, j'ai travaillé avec les services américains, dépêché de venir le voir. Moi, je l'ai vu comme ça, moi. J'avais des différents sentiments. J'avais les sentiments de colère, de la haine. J'ai grincé un tout petit peu mes dents, mais pour répondre à cette question, les M23, le président l'a dit, ils sont financés par le pays voisin, qui n'est autre que le Rwanda. Le Rwanda pourvoit l'armement, pourvoit le finance et pourvoit les équipements. C'est clair et net à ce sujet. C'est clair et net. Alors, parce que c'est un pays étranger qui finance un mouvement terroriste en République démocratique du Congo, n'existe-t-il pas de mécanisme à l'international pour le coincer et voir dans quelle mesure actionner certaines voies pour arriver à contraindre justement le Rwanda pour qu'il cesse de financer ce terrorisme chez nous? Edith Chala, je vous renvoie à l'interview du secrétaire général américain avec France 24. Monsieur, comment il s'appelle encore? Blinken. Non, le secrétaire des Nations Unies. Au secrétaire général des Nations Unies, voilà. Anthony Gutiérrez. Il a fait une interview avec France 24. On lui a posé la question de savoir où est-ce que les M23 prenaient leurs armements. C'est qu'il a dit simplement, suivez mon regard. Ils les prennent de quelque part. Il n'a pas cité nommément le pays agresseur. Les problèmes des Rwandais, nous les connaissons. Les Rwandais, ils sont envieux. Laurent Désiré Kabila, de reste de mémoire, le musée l'a dit, ils sont venus trouver le miel dans ces pays. Il n'y a pas de rebelles, ce sont les Rwandais. Vous vous souvenez de cette vidéo? Ouais. Le musée le disait tout le temps. Donc, ils sont venus, ils veulent occuper nos terres, s'accaparer de nos territoires. Et c'est le champ de bataille du chef de l'État en tant que garant de la nation, de protéger la nation. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire, mais maintenant il s'ajoute cette agitation politique parce que c'est de l'actualité. Est-ce que vous pensez que dans l'agitation politique qu'il y a autour justement de positionnement, c'est des bonnes guerres qui veulent entrer au bureau de l'Assemblée nationale, comment le faire, qui sera Premier ministre, qui sera membre du gouvernement, c'est tout ça qui agite actuellement le milieu politique. Et vous ne pensez pas que quand on aura mis en place ces structures, les mécontents qui vont considérer qu'ils n'ont pas obtenu ceci ou cela, ne repartent comme Nanga l'a fait pour aller rejoindre ces mouvements-là et légitimer ces terroristes ou carrément légitimer ou justifier le discours du Rwanda? Le mécontent, il y en aura toujours. J'ai un rêve, c'est celui de voir aucun ministre de Sama 1, Sama 2 repris sur le nouveau gouvernement. À l'exception de 2 ou 3 que je garde secret dans mon cœur, mais j'aimerais voir de nouvelles têtes. En tout cas, je dirais bien à l'exception de 2, 3 ou 4. Oui, c'est votre point de vue. Nous, les Congolais, n'ont pas encore besoin de voir une liste de ministres avec des noms qu'on a déjà entendus, des noms qu'on connaît déjà. Il y a des ministres qui ont fait 10 ans dans le même poste. Il y a des ministres qui ont fait 5 ans, 6 ans dans le même poste. Il est temps de changer un peu de jeu. Et ça, c'est mon rêve à moi. Deuxièmement, parlons de mécontents. Qui sont ces mécontents? Il y a eu des mécontents contre la CENI. Tout le monde a dit qu'il est candidat, tout le monde a dit qu'il a gagné les élections, sans oublier qu'il y en avait plus ou moins 24 000 candidats pour 500 sièges. Ben, il y a eu pleurs et grincements des dents, parce que la CENI n'a retenu que les meilleurs élus. Et maintenant, s'il faut avoir, le pays doit décoller, le président doit avancer.
s'il faut freiner les institutions parce qu'il n'y a qu'un groupe de mécontents, là, ça ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Très bien, le président de la République a parlé aussi de la diversification de l'économie. L'économie congolaise est en train de se refaire, de se remettre, mais il a besoin des capitaux frais, beaucoup d'investissements. Mais il se trouve qu'il y a aussi d'autres investisseurs privés qui, je ne les appellerai pas des investisseurs, mais des gens qui se cachent derrière significatifs d'investisseurs, mais qui sont en réalité ceux qui blanchissent les capitaux. Est-ce que le pays a déjà été victime d'une telle histoire et est-ce qu'il y a un mécanisme qui doit être mis en place pour empêcher que ces capitaux obscurs ne viennent infester l'économie congolaise? Les investisseurs, pour commencer par là, je les ai reçus aussi. Quand j'ai travaillé étroitement d'ailleurs avec le docteur Kabanda, qui est maintenant directeur général de la MIBA, de recevoir les investisseurs. Ça, c'était au début du pouvoir. Je pense à l'époque de FCC Cash. Il n'y avait vraiment pas une grande parcelle de pouvoir. Et à l'époque, le ministre, après le président de la République, m'a chargé de recevoir les investisseurs. J'en ai reçu autant. J'ai recommandé, j'ai fait des notes techniques sur beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui d'ailleurs, je vous signale d'emblée, le port à eau profonde de Banana, le projet a commencé avec moi. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir des garde-fous. J'ai proposé à l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie, il y a 4 ans, j'ai proposé à l'ANAPI... Promotion de l'investissement. De l'investissement, voilà. J'ai proposé à l'ANAPI, j'ai vu les DG de l'ANAPI, je lui ai fait une proposition de triage, c'est-à-dire faire des investigations sur les potentiels investisseurs. Qui sont-ils? Ils viennent d'où, ces gens? Il faut faire un travail sur eux. Vous faites un grand travail sur ces investisseurs, vous faites un rapport, plus ou moins une page, et vous remettez au ministère ou au conseiller du président de tutelle. C'est lui qui va recevoir ces investisseurs. Et de là, il a déjà une idée sur celui qui viendra le voir. Est-ce que vous savez qu'il y a certains investisseurs qui ne passent pas par l'ANAPI, directement amenés par des individus ou des personnes par connaissance avec telle ou telle autre personnalité de la République? Il amène des personnes qui se présentent comme des investisseurs directement auprès des officiels. Je les ai aussi reçus. Je donne un exemple. Il y a un monsieur qui est venu de l'Angola avec un investisseur et il y a un monsieur qui est venu du Qatar avec un autre investisseur. Donc eux, ils ont vécu dans ces pays pendant plusieurs années et c'est considéré investisseur parce qu'ils nous amènent ceux qui vont donner le travail aux Congolais le demain ou le lendemain. Donc moi, ce que je faisais à l'époque, je faisais un travail de triage. J'ai travaillé à trier ces investisseurs, à faire des investigations sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Où est-ce qu'ils travaillent? Parce que vous serez surpris de voir certaines adresses des investisseurs sont des appartements à Stockholm, à Londres ou en Belgique. Donc il faut très bien investiguer pour ne pas perdre le temps au peuple congolais. Maintenant, il faut avoir des outils, justement. Des outils et la capacité de s'informer, bien que l'Internet a facilité les choses, mais l'Internet aussi est capable de diffuser des informations qui ne sont pas très fiables. La République doit être protégée contre ce genre d'arnaqueurs, contre ce genre de faussaires ou d'aventuriers. Comment la République, l'ANAPI ou d'autres structures de la République, vous pensez qu'ils peuvent se structurer en termes de ressources humaines, mais en termes de matériel aussi, pour éviter ces genres d'aventuriers? Il faut commencer par nettoyer. Donc, je crois, nous avons ANAPI, à la présidence, il y avait un conseiller en charge d'investissement.
Dans le ministère, il y a des conseillers en charge d'investissement, tout cela. Moi, à mon humble avis, je pense que l'ANAPI doit être une seule porte d'entrée. D'ailleurs, c'était ça le but de cette agence. L'ANAPI doit contrôler qui viennent et pourquoi. Et l'ANAPI, en son sein, fera un travail de triage. Peut former une équipe, solliciter les divers services, former une équipe, leur enseigner les modalités de trier les investisseurs, le vrai investisseur. Je les ai vus beaucoup et j'ai reçu plusieurs dans mon bureau et j'ai quand même une idée sur ça quand on parle des investisseurs. Et cela aussi nous éviterait, ceux qui viennent espionner notre pays, d'espionner nos infrastructures, vous serez surpris. Et je pense que la porte d'entrée des investisseurs doit être l'ANAPI. Et les DG de l'ANAPI, ce serait un grand travail avec peut-être le ministre des infrastructures, des vols de Rwandais ici. Et il faut investiguer, il faut regarder des vols comme les Uganda Airlines, Airways, je ne sais pas. Ce sont des avions comme ça qu'il faut commencer à faire. Il y a un grand travail, on ne peut pas dévoiler tous les secrets ici, mais je vous dirais oui, parce que nous sommes un pays entouré de 9 voisins. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Kaemba. De temps en temps, vous entendez les Mbororo et les... Dans le nord, oui. Dans le nord. Et il n'y a pas longtemps, on avait appréhendé, on avait tué les jeunes marins, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de l'Assemblée de bureau d'âge l'avait dit. Il y a eu des pirogues qui ont traversé les infiltrés, le bandit, ils sont venus, je dirais comme le secrétaire général des Nations Unies, ils étaient venus de quelque part, ils ont tué nos marins, donc dans leur but était de venir s'installer et voir comment ils peuvent attaquer les institutions. Donc les espionnages, c'est à prendre très au sérieux. C'est à prendre très au sérieux. Et la République démocratique du Congo a une législation qui interdit la sortie frauduleuse des capitaux. Il faudrait une certaine rigueur de ce côté-là, de ce point de vue. Mais nous avons eu des échanges avant que nous retrouvions sur ce plateau. Et il semble qu'il y a eu dans le passé et même maintenant peut-être des sorties frauduleuses des capitaux. Vous en avez quelques indices. Dans le passé, oui. Maintenant, je ne sais pas comment l'actuel fonctionnement de chaîne de mise en place des agents à l'aéroport international de Njili. Je laisse ça à la RVA, je laisse ça à la DGM et je laisse ça à l'Interpol et au CIRT. Personnellement, il y a 2 ans, j'ai été invité à l'aéroport de Njili pour parler de fuite des capitaux. C'était devant l'aviation civile, l'immigration, l'RVA et tous les services qui sont maintenant à l'aéroport. Ouais. Il y a un mécanisme, si je peux appeler ça comme ça, des agents qui sont autorisés à entrer dans les tarmacs. Les agents des tarmacs. Excusez-moi, nous sommes le seul aéroport. Quand tu atterris de l'avion, tu vois un groupe de gens qui sont en train de ne rien faire. Ils sont là. Bruno, Jean-Louis, Kevin, ils sont en train de chercher des noms des gens. Ouais. Alors, il faut d'abord commencer par éliminer ça. Il faut commencer par éliminer ça. Et ces gens-là, parmi eux, il y en a qui viennent avec des mallettes. Il y en a qui viennent avec des sachets pliés à l'aluminium. Il y en a qui viennent passer des choses moyennant 10 000, 5 000, peut-être 20 000, 100 000 dollars dans d'autres cas. Entre eux, quand tu parles à chacun d'eux, ils te diront changer tel service. Et moi, j'ai proposé le système au DG de l'aéroport, au manager, je crois, on l'appelle comme ça, de l'aéroport d'Njili à l'époque, je lui ai proposé de faire le switch, c'est-à-dire l'agent de lundi, il ne sera pas là mardi, l'agent de mercredi, il ne sera pas là jeudi. Et quelques temps après, il a été arrêté à Makala. Donc, il y a moyen de stopper cette fuite des capitaux jusqu'au pied d'avion, oui.
Mais on doit y mettre beaucoup de volonté, on doit mettre beaucoup de sérieux dans le service et on doit identifier les personnes qui sont habilitées à marcher ou à prendre de l'air quand les avions atterrissent et décollent. Et prendre de l'air à l'aéroport. À l'aéroport, ouais. Ce n'est pas les lieux bien indiqués. Mais en tout cas, ça donne du gros boulot au ministre qui est en charge le transport et votre communication, qui est la tutelle de ces lieux d'entrée et de sortie, des frontières en réalité. L'aéroport international de Ndjili en est une. Avec l'immigration. Voilà, oui, l'immigration au ministère de l'Intérieur. Il faudrait donc que ces choses soient faites de ce côté-là. Mais en tout cas, avec l'ensemble de toutes ces questions, vous donnez quel travail et quelle chance au chef de l'État. Pas au chef de l'État. Le chef de l'État a donné la vision, je ouais. crois, que le gouvernement qui va venir va couler en forme de programme ces différents éléments au service du président de la République. Quelles sont les chances de réussite et comment le gouvernement qui va venir devra s'y prendre? On a parlé de la sécurité, mais on a parlé aussi de l'économie. Ces différents problèmes évoqués d'une façon très spécifique, lutte contre le terrorisme, blanchiment des capitaux, fuite des capitaux aussi. Mais tout ça, mis ensemble, comment le gouvernement qui y arrive devrait s'y mettre? Si je dois donner un conseil au prochain gouvernement, je leur dirais de communiquer un peu plus avec la population, le prochain gouvernement. Le travail de la sécurisation, le travail du développement ou d'aider cette nation en voie de développement n'est pas le travail que le ministre est assis dans son bureau. Moi, je dirais, et les chefs de l'État doivent aussi être sereins avec ça, parce qu'il y a des ministres qui viennent au bureau à 17h. Les gens viennent au travail à 16h. Ils doivent communiquer un peu plus. Ils doivent travailler en mettant la population informée. Par exemple, c'est le travail de tout le monde. Vous êtes ministre, vous êtes secrétaire général, vous êtes DG, vous êtes mandataire, comme disait l'ancien président Motona Montoa Bongissa. Là où vous êtes, le président Félix ne viendra pas faire votre travail. Il ne sera pas à la fois surveillant, à la fois DG, à la fois ministre, à la fois secrétaire d'État, à la fois président de la République et mari. Donc, tout le monde doit prendre au sérieux ce travail. C'est comme une ligne de départ dans un marathon où tout le monde s'est dit, voici mes attributions et je vais travailler dans ces cadres-là. Et ne pas prendre pour en premier compte le parti politique, la famille, le parti politique comme on le voit maintenant, ça ne va pas aider la nation. Ça ne va pas aider la nation. C'est une autre question très épineuse. Les choix des ressources humaines qui doivent accompagner la vision du président de la République, mais aussi le gouvernement à venir. On est habitué plus ou moins au clientélisme ou au népotisme dans le choix des responsabilités, mais ça ne devra pas cesser du jour au lendemain comme ça. Il faut qu'il y ait des mesures pour que cela arrive. Qu'est-ce que vous conseillez au président de la République, par exemple? La réalité que nous vivons aujourd'hui, nous sommes un pays, je dirais, post-conflit. Pas totalement, parce qu'il y a toujours l'insécurité à l'est de notre pays. On a plus de, je ne sais pas combien de partis politiques. 500 000 autour des 1000, oui. Voilà, 1000 partis politiques. Une fois que vous nommez où un ministre est assis au fauteuil, il a besoin des hommes et de femmes de confiance. D'un côté, il faut les comprendre parce qu'il y a des poisons, il n'y en avait pas à l'époque du maréchal, il y a des sabotages, il y a des tueries, et le ministre a besoin d'être entouré par ces hommes et ces femmes de confiance. C'est pourquoi vous voyez Mandarine avoir des oranges, des pamplemousses dans son ministère. Vous voyez Banane avoir les membres de sa famille où elle est dans son bureau. Oui, la réalité, elle est strictement différente. Dans ces cas, moi je dirais, peut-être aujourd'hui, si les chefs m'entendent, pas plus de 5.
Parce que dans une antichambre, vous voulez avoir combien de personnes? Si vous êtes dans les cabinets, le ministre, seul le ministre, il a son antichambre. Il n'a pas besoin de 40, 50 personnes, comme on le voit aujourd'hui. Il y a des ministères où vous allez, il y a des gens qui travaillent debout. Il y a des gens qui n'ont pas de siège, ils n'ont pas de bureau. Donc, ça c'est de 1. Et de 2, les ministres auront pour devoir de prendre la vision du chef de l'État et la matérialiser. Ça, c'est très important. Et je crois de tout mon cœur que dans le prochain quinquennat, le chef de l'État ne va pas badiner avec. Ce n'est pas le prochain quinquennat, le quinquennat que nous avons commencé. Ah voilà. Déjà. Donc je parle du prochain parce qu'on n'a pas encore le gouvernement. Donc voilà un peu dans ces contextes-là que moi je vois les choses. Et vous pensez que dans l'environnement du président de la République aussi, il devrait y avoir des ménages? C'est quoi d'abord que vous appelez l'environnement du président de la République? Le président de la République a des frères, des sœurs, a une famille. Et j'ai parlé ici de personnes de confiance. Ouais. Si moi, le président me fait confiance, il me dit, Patrick, je te veux ici, et il trouve que je suis quelqu'un de confiance, je veux le servir. Mais son environnement ne peut qu'être entouré, le chef peut qu'entourer des gens qui lui font confiance. Oui, ça c'est absolu. Confiance et compétence, ça rime. Absolument, absolument. La plupart, aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez l'entourage du président, nous avons des éminentes et des éminentes personnalités. Absolument, c'est ce qu'il fera d'ailleurs. C'est ce qu'il fera, Patrick Abeya. Nous cheminons vers la fin de cet entretien. Le prochain quinquennat, en tout cas celui que nous avons entamé, le président de la République, lui en tout cas l'a entamé. Le gouvernement va arriver dans quelques jours, le temps de mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux sont à leur première plénière. Ils vont se poursuivre. Est-ce que vous avez un message particulier pour les députés nationaux? Fructueux mandat. Quand ils étaient candidats, je l'ai dit ici, ils étaient 24 000. Donc, on a choisi le maire élu, ils sont au nombre de 500. J'ai vu des photos qui circulent dans les réseaux sociaux, des gens qui commencent déjà à dormir, et ils ne vont pas là-bas pour dormir. Je leur souhaite fructueux mandat. Je suis content qu'il y ait beaucoup de jeunes. Il y a aussi une forte représentation de femmes. Donc, je leur souhaite fructueux mandat. Ils doivent collaborer avec les anciens députés. Donc, le vaillant avec des expériences et puis essayer d'aider cette population et d'aider le peuple. Et surtout, à ce stade, veiller pour ce qui se passe à l'est du pays, comme l'a dit le président Mbosso. D'ailleurs, les collègues du Sud qui vous quittez les groupes armés, vous ne les laissez pas assis au Parlement, vous savez qu'ils sont dans le groupe armé. Ils doivent voir ces problèmes aujourd'hui. On parle de M23, on parle de l'insécurité, on parle de la province orientale. L'Ouganda qui est en train de faire de beaux yeux à nos territoires. Donc ils doivent mettre du sérieux dans cette histoire. Parce que la population, le peuple congolais veut voir l'intégrité territoriale reprise et vivre en paix. Je crois que ce sera votre dernier mot, à moins que vous ayez un autre détail ou un autre mot, à part celui-là. Je dirais tout simplement que le gouvernement doit prendre des mesures pour l'Est de notre pays. D'ailleurs, ils sont en train de le faire. Vous entendez de moins en moins de coups de feu parce qu'il y a un grand travail du sol qui est en train d'être opéré. Patrick Abeya, merci d'avoir répondu à notre invitation. La radio-télévision nationale congolaise sera toujours disponible pour vous accueillir et aborder des questions importantes de la République et donner votre avis et participer à cet effort collectif pour que la République démocratique du Congo décolle derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, bien entendu. En ce qui nous concerne, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.